Bonjour à tous et bienvenue dans les débats de Rosa et Procope. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait gémir autant les patients que les soignants, le système de santé français. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Selon l'OCDE, la France dépense 11,6% de son PIB pour sa santé. C'est énorme, presque le double de la moyenne mondiale. Et pourtant, les urgences débordent, les médecins de campagne disparaissent, et les délais pour un spécialiste peuvent atteindre plusieurs mois. Un mystère budgétaire à la française. Plus on met d'argent, moins ça fonctionne. L'INSEE nous dit aussi que chaque Français consomme en moyenne 3 475 euros de soins et biens médicaux par an. L'adresse, elle, compte 374 000 lits d'hospitalisation complètes en 2022. Et malgré ça, les passages aux urgences ont augmenté de 6,2% cette même année. C'est sûr, notre système est généreux. Tellement d'ailleurs qu'il s'écroule sous son propre poids. Mais bon, pour pas gâcher la surprise, je vais laisser ma chère Rosa vous expliquer pourquoi, selon elle, la solution n'est pas de moins dépenser, mais d'en mettre encore plus. Oui, oui, vous avez bien entendu. Plus. Toujours plus. Je ne suis pas devin, j'ai juste fait mes devoirs avant de venir, et je me suis renseigné sur le programme 2022 de LFI, ainsi que les prises de position de ses cadres dirigeants. Enfin bref, dans cette première partie du diptyque, vous allez découvrir la vision collectiviste et solidaire du système de santé. Rosa nous parlera d'une sécurité sociale universelle, d'un remboursement intégral des soins prescrits, et d'un plan ambitieux pour former davantage de professionnels. En clair, la France comme grand dispensaire et dépenseur national. Spoiler, on sera pas d'accord. Mais c'est justement ce qui fait le sel de cette chaîne, non? De vision, de logique, de monde. Et un point commun, l'envie de comprendre avant de juger. Alors, si vous aimez les débats francs, les chiffres solides et un soupçon de mauvaise foi assumé, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de nous aider à grandir. On a encore une petite chaîne, 5 abonnés au compteur. Alors déjà, merci à vous. Merci de nous faire confiance alors que nous n'avons sorti qu'une seule vidéo de présentation. Franchement, ça encourage. Allez, fin de la mise en bouche. Je laisse la parole à Rosa pour son premier constat. Le système de santé français, une fierté en péril ou un modèle à sauver? C'est parti. Merci Procope. Alors le truc, c'est qu'on parle beaucoup du meilleur système de santé du monde, mais sur le terrain, il s'effondre doucement. Des territoires entiers n'ont plus de médecins. Des hôpitaux ferment des services entiers faute de personnel. L'adresse a recensé une baisse de 0,9% des lits hospitaliers de court séjour en 2022. Tu vois, dit comme ça, c'est juste un chiffre. Mais dans la vraie vie, ça veut dire des patients sur des brancards, des soignants à bout et des familles qui attendent des heures. Ce n'est pas un manque d'organisation, c'est le résultat d'années d'austérité budgétaire. Depuis 20 ans, chaque gouvernement promet des économies. Et à chaque fois, ça se traduit par des coupes dans les effectifs, des fermetures de services et une pression constante sur le personnel médical. On nous parle d'efficience, mais l'efficience ne soigne personne. Les soignants, eux, veulent du temps, des moyens et la possibilité de faire leur métier correctement. Le pire, c'est que la désertification médicale s'accélère. Près de 8,6 millions de Français n'ont plus de médecin traitant aujourd'hui. Et la moyenne d'âge des généralistes dépasse les 50 ans. Résultat, plus d'un Français sur 5 renonce déjà à des soins. Et ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les personnes âgées, les précaires, les zones rurales. Tu vois, Procope, le problème ce n'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on dépense mal. Et surtout qu'on réduit là où il faudrait investir. Quand l'État se retire, les inégalités explosent. La logique marchande, elle, ne remplit jamais les trous du service public. Elle les creuse. Alors oui, notre système coûte cher. Mais ce n'est pas un fardeau, c'est un choix de civilisation. Un pays qui soigne tout le monde sans condition. Ça, c'est une vraie richesse. Et je sens que tu vas me dire le contraire. Alors vas-y, je t'écoute. Oula, de l'austérité depuis 20 ans? Sérieusement? Parce que moi, je la vois pas ton austérité. Pourtant, d'après l'adresse, le budget santé nationale a fait quasi x2,5 entre 2004 et 2024. Et c'est pas à cause du Covid, hein. La courbe est quasi linéaire. Pendant ce temps, le coût de la vie, lui, n'a fait que x1,5. Donc, plus on avance, plus on dépense. Et ce, à coût de vie constant. Alors, si tout cet argent est mal dépensé, on est d'accord, Rosa, faut dégraisser le mammouth là. Tu mélanges tout. Le budget augmente, oui, mais il ne suit pas les besoins du terrain. Et surtout, il sert de plus en plus à boucher des trous, pas à soigner. Quand on ferme un service d'urgence et qu'on réembauche derrière en intérim 2 fois plus cher, ce n'est pas de la bonne gestion, c'est du bricolage. Tu cites l'adresse? Moi aussi. Entre 2013 et 2023, la part des dépenses hospitalières dédiées au personnel a reculé. Mais les coûts de gestion, eux, ont explosé. Résultat? Moins de bras, plus d'administratifs. Alors oui, on peut parler de mammouth si tu veux. Mais le vrai mammouth, c'est la bureaucratie qu'on a fabriquée en étranglant les hôpitaux. Et là, je t'assure, l'austérité, elle est bien réelle. Dans les couloirs, sur les visages, dans les burn-out. Ah, enfin, on est d'accord sur un point, on a trop d'administratifs. Donc, on parle bien de licenciement sec, non? Étonnant, j'ai pas souvenir que les cadres et les filles en aient parlé, mais bon, ça progresse. Et puis, ton idée que dès que l'État recule, tout s'effondre, sérieux? Regarde la Suisse ou les Pays-Bas, assurance santé privée à presque 100%. Moins de déserts médicaux, 3 fois moins d'abandon de soins, et une espérance de vie égale ou meilleure que la nôtre. Alors, explique-moi Rosa,
Comment ces pays-là font mieux, avec moins d'État et plus de liberté? Selon ta logique, ça devrait pourtant être catastrophique, non? Tu compares la France à la Suisse? Franchement, c'est comme comparer une boulangerie de quartier à une multinationale. Ce n'est pas la même taille, pas la même population, pas la même histoire. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants, avec 4 fois plus de médecins pour 1000 personnes, et des primes d'assurance qui explosent pour les classes moyennes. Tu veux vraiment ça, toi? Aux Pays-Bas, c'est pareil. Les hôpitaux sont privés, mais soutenus à coups de milliards d'argent public pour éviter qu'ils s'effondrent. Le privé marche bien, tant que le contribuable paie les pots cassés. Et quand tu regardes les chiffres, la part des ménages en difficulté pour payer leurs soins y a augmenté ces 10 dernières années. Alors oui, il y a moins de déserts médicaux. Mais le ticket d'entrée pour se soigner, lui, n'a rien à voir avec celui de la France. Tu vois, ce que tu appelles liberté, moi j'y vois surtout un filtre par le portefeuille. Et c'est ça, le fond du problème. En France, on soigne selon les besoins. Là-bas, on soigne selon le compte en banque. Tu sais, en 1960, le PIB par habitant était identique entre la France et la Suisse. Même base de départ, donc. Et vu qu'on est plus nombreux, notre système devrait même mieux fonctionner. Les économies d'échelle, tout ça. Mais non, plus on grossit, plus on rame. C'est étonnant. Quant aux charges de santé, sur un salaire médian super brut, en Suisse c'est 18%, aux Pays-Bas 12%, et 22% en France. Pourtant là-bas les gens sont mieux soignés. Alors il est où ton filtre par le portefeuille? D'ailleurs, si on soigne vraiment selon les besoins, comment tu expliques qu'il y ait 3 fois moins d'abandon de soins chez eux que chez nous? Tes comparaisons sont séduisantes sur le papier, mais tu compares des modèles qui n'ont rien à voir. La Suisse ou les Pays-Bas ont misé sur le privé. Mais ce sont aussi les pays où l'État corrige les dégâts quand le marché déraille. Leur secret, ce n'est pas la liberté, c'est le contrôle public derrière. Et leurs bons chiffres viennent surtout d'un sous-traitement social. Moins de maternité, moins de prévention, moins de soins gratuits. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est de la sélection par le portefeuille. En France, malgré tout, personne n'est laissé sur le carreau. Et ça, c'est une force qu'aucune courbe ne résume. Le vrai défi, ce n'est pas de copier la Suisse, c'est de refaire vivre notre modèle solidaire au lieu de l'étouffer. Ouah, même bourré, j'aurais pas osé la sortir celle-là. Bon, premier constat terminé. Balance le second qu'on rigole un peu. Bien, nous avons parlé du manque de moyens humains. Maintenant parlons d'un autre problème, l'injustice. Parce que malgré nos 11,6% du PIB consacré à la santé, les inégalités explosent. Le reste à charge moyen pour les ménages? 9,3%. Et pour beaucoup, c'est la frontière entre se soigner et renoncer. Oui, en France, le pays du soin universel. Tu sais ce qui me choque le plus? C'est que le taux de mortalité prématurée reste élevé, et qu'il touche toujours les mêmes. Ouvriers, chômeurs, ruraux. Dans certains territoires, on meurt jusqu'à 6 ans plus tôt qu'ailleurs. Comment peut-on accepter ça? On dépense comme un pays riche, mais on soigne comme un pays inégal. Et le plus fou, c'est que ces inégalités ne s'arrêtent pas aux revenus. Elles suivent le code postal, l'éducation, le genre. Les femmes attendent plus longtemps pour un diagnostic. Et les plus pauvres renoncent 3 fois plus souvent aux soins. Je pense à ces mères seules qui repoussent un rendez-vous parce qu'elles doivent payer le plein, ou à ces retraités qui font leurs courses à la pharmacie comme on fait un choix de menu. Le truc, c'est que le système a été pensé pour protéger tout le monde, mais il s'est transformé en machine à creuser les écarts. Parce que quand on réduit les remboursements, les mutuelles augmentent, et ceux qui n'en ont pas restent sur le bord. Alors oui, on peut parler de réforme, d'efficience, de budget, mais tant qu'on n'aura pas remis l'égalité au centre, notre 11,6% du PIB continuera à servir les plus riches avant les plus fragiles. Et ça, désolé de le dire, mais ce n'est pas de l'économie, c'est un échec moral. Allez, je te vois venir, tu vas me dire que c'est la faute de l'État. Je t'écoute. Attends, tu dis que l'État dépense mal mais tu refuses qu'on touche à sa taille? C'est pratique ça. Parce que, entre nous, vu que l'État s'occupe d'absolument tout dans ce pays, je vois mal qui d'autre accuser. Le pape peut-être? Non, parce que l'argent ne disparaît pas dans le vide, tu sais. Il se noie dans les salaires d'une strate de fonctionnaires aussi large qu'inutile. Et au final, il n'alimente plus les soins. Bref, du bon vieux socialisme. Plus d'État, moins d'efficacité. Toujours la même équation. Ah, voilà le fameux trop de fonctionnaires. Celle-là, je l'attendais. Tu parles de strates inutiles, mais derrière ce mot, il y a des infirmières, des secrétaires médicales, des agents d'entretien, des gens qui font tourner l'hôpital, pendant que d'autres font des fichiers Excel. Et puis, soyons honnêtes, si tout s'écroule dès qu'on retire un poste, c'est peut-être qu'il n'y en a déjà pas assez, non? En revanche, tu as raison sur une chose. L'argent s'évapore dans la paperasse et la sous-traitance privée. Des boîtes de conseil facturent des millions pour réorganiser le service public. Ça, ce n'est pas du socialisme, c'est du capitalisme bureaucratique. Et tu vois, là-dessus, je serais presque d'accord pour dégraisser, mais pas du côté que tu crois. Rosa, je te décerne le bon point du jour de la mauvaise foi. Tu sais très bien que je ne parlais pas des soignants, mais des administratifs, de tous ces niveaux hiérarchiques empilés qui passent plus de temps à s'auto-contrôler qu'à faire tourner le système. Et non, le capitalisme, ce n'est pas la multiplication des strates de gestion. C'est justement l'inverse, la responsabilité directe. Bon, sinon, tu reconnais que malgré tout ce qu'on redistribue, ça fonctionne pas.
Pendant ce temps, les pays qui ont fait le choix inverse marchent mieux. Mais c'est nous, apparemment, qui n'allons pas assez loin, c'est ça? Tu vois, c'est là qu'on ne se comprendra jamais. Pour toi, l'État est un problème. Pour moi, c'est un outil. Le vrai souci, ce n'est pas qu'il redistribue trop, c'est qu'il redistribue mal. Et qu'il s'est mis à gérer la santé comme une entreprise rentable. Quand tu laisses les logiques de marché entrer à l'hôpital, les soins deviennent des lignes comptables. Les patients deviennent des coûts. Et là, oui, tout se dérègle. Tu cites les pays qui fonctionnent mieux. Mais mieux pour qui? Parce qu'en Allemagne, les mutuelles privées refusent un patient sur 10, jugé trop risqué. C'est ça ton efficacité? La France, avec tous ses défauts, soigne tout le monde. Et si le système tient encore debout, c'est grâce à l'État, pas malgré lui. Alors oui, il faut changer les choses. Mais je préfère un État débordé à un marché qui choisit qui a le droit de vivre. Eh oh, calme-toi. Je t'ai déjà donné le bon point de la mauvaise foi du jour, pas besoin d'en rajouter. Les faits sont têtus, hein. Aux Pays-Bas comme en Suisse, les gens sont mieux soignés qu'en France. Et tout ça leur coûte moins cher. Pourtant, ces deux pays ont des systèmes largement privatisés. Comme quoi, l'État tout-puissant, c'est pas une garantie de résultat. Et vu le nombre de renoncements aux soins chaque année, la France ne soigne pas vraiment tout le monde. Parce que ce sont bien les ARS qui décident de tout. Donc oui, c'est bien l'État le responsable. Et vu qu'on baigne dans le socialisme depuis 50 ans, on récolte ce qu'on sème. Tu es incroyable. Tu balances socialisme comme d'autres balancent abracadabra. Et tu t'étonnes que ça ne marche pas. Mais, entre nous, si c'était vraiment du socialisme, on n'aurait pas 9% de reste à charge, ni 11% de renoncement aux soins. On aurait juste un système qui soigne tout le monde. Point. Ce qu'on a, c'est un patchwork d'austérité et de réformes techno, fait par des gens qui gèrent l'hôpital comme une entreprise. Résultat, plus de cadres, moins de soignants, et un État qui se planque derrière les ARS. Alors oui, l'État est responsable. Mais pas parce qu'il est trop présent, parce qu'il s'est effacé quand il aurait dû protéger. Et les pays que tu cites? Ils dépensent moins, d'accord. Mais regarde leur dette privée en santé. Elle explose. On déplace juste la facture du public vers les ménages. Donc, ton moins d'État pour plus d'efficacité, c'est un peu comme un régime à base de frites. Ça marche 5 minutes. Avant l'infarctus. Je n'ai pas balancé socialisme par hasard. Un État socialiste, c'est un État qui veut tout contrôler. Et plus il contrôle, plus il pèse sur le PIB. Si j'ai dit socialisme plutôt que communisme, c'est juste pour pas t'énerver. Bref, si j'ai bien suivi, Rosa, on dépense beaucoup, mais pas là où il faut. Et les inégalités explosent quand même. Alors dites-moi, chers auditeurs, l'État fait trop, pas assez, mal? Je suis curieux de lire vos avis en commentaire. Sur ce, passons à la suite. Rosa nous a présenté 2 constats. Voyons maintenant ce qu'elle nous propose pour nous en sortir. Bon, maintenant qu'on a dressé le tableau, on va parler solutions. Et la première, pour moi, c'est simple. Reprendre la main sur la sécurité sociale. Pas pour la privatiser, pas pour en faire un marché, mais pour en refaire un pilier collectif à 100%. Aujourd'hui, les ménages ont un reste à charge moyen de 9,3%. Et encore, c'est une moyenne. Pour les plus modestes, c'est bien plus. On parle de dizaines d'euros à chaque ordonnance, de renoncement à des lunettes, à des soins dentaires, à des kinés. Ce n'est pas un détail, c'est un choix de société. Et ce choix, on l'a perdu au fil des réformes. Entre les exonérations de cotisations sociales et les niches fiscales, c'est plus de 60 milliards d'euros par an qui manquent à la Sécu. 60 milliards. De quoi financer un remboursement intégral des soins prescrits, sans faire payer plus ceux qui ont déjà du mal à boucler le mois. Le truc, c'est que l'argent existe. Il est juste au mauvais endroit. Dans les profits records du CAC 40, dans les dividendes des multinationales, dans les revenus des ultra-riches. Ce qu'on propose, c'est un financement progressif. Plus tu gagnes, plus tu contribues. Pas de punition, juste la justice. Et en échange, plus aucun reste à charge. Tu vas chez le médecin, tu es remboursé à 100%. Point. C'est ça, la vraie universalité. Un système qui protège tout le monde, sans exception. Et qui redonne confiance à ceux qu'on a laissés tomber. Alors oui, ça demande du courage politique. Mais si on continue à bricoler, on va droit vers un système à 2 vitesses. Ceux qui peuvent se soigner et ceux qui attendent. Et je sens déjà que tu vas me dire que c'est impossible, trop cher ou que le privé ferait mieux. Allez, vas-y, je t'écoute. Hep, on discute pas de mes solutions mais des tiennes là. Tu veux que ceux qui gagnent plus cotisent plus? C'est déjà le cas. Les allègements de cotisation, c'est pour les petits salaires. Et eux, mis à part, tout le monde paye déjà en pourcentage du revenu. C'est littéralement progressif. Ce que tu proposes, c'est pas plus de justice sociale, c'est plus de punition. Et tu sais ce que ça fait? Ça tire tout le monde vers le bas. Au final, tu ne casses pas le système, tu le reproduis. Et c'est très exactement la logique d'État qu'on subit depuis 50 ans. Tu vois, c'est drôle. Dès qu'on parle de justice sociale, tu cries à la punition. Mais faire payer plus quand on gagne plus, c'est juste du bon sens. Oui, les cotisations sont proportionnelles, sauf qu'elles plafonnent. Au-delà d'un certain revenu, les plus hauts salaires cotisent proportionnellement moins que les autres. Et pendant ce temps-là, les exonérations explosent. Résultat, ceux qui ont le plus profitent d'un système qui finance de moins en moins. Alors, excuse-moi, mais le vrai nivellement par le bas, il est là. Et non, vouloir corriger ça, ce n'est pas punir les riches. C'est arrêter de récompenser les inégalités. Tu dis qu'on reproduit la même logique d'État.
Moi, je crois surtout qu'on la répare, parce qu'un système qui protège mal les plus fragiles, ce n'est pas de la liberté, c'est de la résignation. Et si tu veux vraiment parler d'équité, alors viens, on regarde ensemble combien chacun met, et combien chacun retire vraiment du système. Oui, il y a un plafonnement des cotisations, mais pas pour tout le monde. Les actionnaires, les patrons, non. Et pour les salariés, c'est quoi 66 000 euros par an à peu près? Mais dis donc, t'as changé de sujet là. Au début, tu parlais de justice sociale et de prélèvements supplémentaires. Mais là, tu me refais le procès des riches. Et puis, tu parles de taxer encore plus les multinationales. Mais comment exactement? Le marché français, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Tu les taxes? Soit elles se barrent, soit elles répercutent les hausses sur les prix. Et dans tous les cas, devine qui paye à la fin. Bah, toujours les mêmes, le peuple. Ah, voilà, on y est. Si on taxe, elles se barrent. Tu veux dire comme ces multinationales qui, aujourd'hui, paient déjà zéro impôt en France? Parce que, soyons honnêtes, elles sont déjà parties. Pas physiquement, non. Fiscalement. Elles planquent leurs bénéfices aux Pays-Bas, en Irlande ou au Luxembourg. Le problème, ce n'est pas qu'on taxe trop, c'est qu'on laisse des trous dans la raquette. Et pendant ce temps, les PME, elles, payent plein pot. Tu parles de souveraineté, mais le vrai courage, c'est d'arrêter de subir ce chantage permanent. Des pays comme le Canada ou l'Espagne ont instauré des taxes sur les géants du numérique. Ils ne se sont pas écroulés, eux. Et puis, franchement, si ton modèle dépend du bon vouloir de Google ou de Pfizer, c'est pas de la liberté, ça. C'est de la dépendance organisée. Moi, je veux un État qui tienne tête, pas un État qui s'excuse. Et tu verras, ils resteront. Parce qu'un pays qui soigne bien, éduque bien et innove, ça attire, ça ne fait pas fuir. Tu veux que les multinationales restent en France? Facile, baisse le coût de l'énergie, allège la fiscalité et promis, elles bougeront plus. Aujourd'hui, elles vont là où on paye 2 fois moins d'impôts. Et franchement, qui peut les blâmer? On ne va pas vers un système de santé à 2 vitesses, Rosa, on y est déjà. Il y a ceux qui peuvent encore se soigner, malgré les délires de l'État, et les autres. L'ogre sans tête qui nous sert d'État dépense sans compter. Et toi, tout ce que tu proposes, c'est de le nourrir davantage. Jusqu'à quand? Que la France devienne un désert économique? Ben, spoiler, l'effondrement, il est en cours. La Cour des comptes prévoit qu'en 2027, on ne pourra plus financer notre santé, sauf à s'endetter massivement. Youpi. Le truc, c'est que si on baisse tout, les impôts, l'énergie, les règles, on finit par vendre le pays au plus offrant. Et devine quoi? Ce sont les mêmes multinationales qui viendront racheter les hôpitaux, les cliniques, les labos. Tu veux parler d'ogre? En voilà un vrai. La France n'est pas en train de crever des dépenses sociales. Elle crève de dividendes versés à des groupes qui n'en ont jamais assez. Alors oui, je préfère nourrir un État un peu trop gros qu'un marché qui dévore tout. Au moins lui, il soigne. Ah, je ne savais pas que la Suisse et les Pays-Bas étaient des pays vendus au privé. Leur système de santé n'est pas vraiment un champ de ruines à ce que je sache. Franchement, la prochaine fois, mets un nez rouge. Ça évitera qu'on se demande si tu te moques ou si tu y crois vraiment. Enfin bref, premier axe terminé. On a bien rigolé, mais passons au second. J'espère que celui-là tiendra un peu mieux la route. Ah, Procop, si tu veux faire un concours d'attaque sous la ceinture, on peut. Mais je ne te promets rien sur le résultat. Et on nous parle de patriarcat toxique. Non, non, je ne t'ai pas donné la parole. Laisse-moi finir. Après, tu pourras bougonner tranquille. Bon, le truc, c'est qu'on ne résoudra rien sans bras, sans cerveau, sans formation. Aujourd'hui, les hôpitaux manquent de tout. Et ce n'est pas une métaphore. On a un médecin pour 300 habitants dans certains coins, et pour 3000 dans d'autres. Ce n'est plus un système de santé, c'est une loterie géographique. Alors oui, on veut un plan massif de formation et de recrutement. Pas des effets d'annonce comme Macron et sa fausse suppression du numerus clausus. Une vraie ouverture des facs avec des moyens, des profs, des stages. Pas juste des fichiers Excel ministériels. Fin du numerus clausus, vraiment. Doublement du nombre d'étudiants formés. Et surtout des contrats d'études rémunérés, pour que les jeunes puissent apprendre sans s'endetter, et s'engager ensuite là où on a besoin d'eux. Ça veut dire plus d'infirmiers, plus de kinés, plus de psychiatres, des équipes pluridisciplinaires dans chaque bassin de vie, des centres de santé publics, pas des franchises déguisées. Parce que les maladies chroniques, le burn-out, le manque de suivi, ça se soigne pas avec des applis et des déserts médicaux. Ça se soigne avec de l'humain. Bref, le plan c'est simple, on forme, on recrute. Et on soigne enfin tout le monde. C'est pas de la magie, c'est juste du courage politique. Ok, tu balances de grands principes, mais aucun chiffre. Alors, je vais t'aider un peu. Le programme LFI parle de 5 milliards de plus par an, pendant 5 ans pour la formation. Et après? Parce que, au-delà de ça, rien sur la structure. Tu formes plus, mais dans le même système, donc tu remplis juste un saut percé en fait. Et sérieusement, les médecins que tu commences à former maintenant, ils seront diplômés en 2035. Sauf que tu finances pendant 5 ans, donc tu fais comment à partir de 2030? Tu appelles un marabout? Un marabout? Tu veux pas aussi qu'on mette des gris-gris dans les hôpitaux pendant qu'on y est? Plus sérieusement, oui, former un médecin prend du temps. Mais c'est justement pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant. Parce que chaque année qu'on attend, c'est une génération perdue. Et d'ici 2030, on ne reste pas les bras croisés. On peut mobiliser les retraités, mieux répartir les effectifs et renforcer les équipes de soins territoriales. Le plan, c'est pas une baguette magique, c'est une trajectoire.
former, recruter, réorganiser. Tu vois la différence entre réformer pour réduire et transformer pour soigner. Elle est là. Et promis, si on y arrive, je t'offre une consultation gratuite, même sans marabout. Rappeler les retraités? Bah bon courage. La moitié refuse déjà de faire des remplacements. Et les jeunes, t'en fais quoi? Ils se déconventionnent à la sortie ou partent bosser à l'étranger. La médecine libérale à la française, ça les fait fuir. Et ton financement de la sécu, c'est 30 milliards de plus par an. Tu nous dis, on fera payer les riches et les multinationales. Sauf que les riches contournent et les multinationales se barrent ou gonflent les prix. Résultat, la note retombe toujours et encore sur la classe moyenne. Et c'est pas la peine d'attendre 2035 pour le voir, hein. Regarde juste la prochaine loi de finances, actuellement en cours de discussion. Au début, on visait les riches, et aujourd'hui, c'est toute la classe moyenne. Ah, la fameuse fuite des cerveaux. Tu sais, quand on leur paie leurs études et qu'on les laisse bosser à la chaîne ensuite, il faut pas s'étonner qu'ils partent. Les jeunes médecins ne fuient pas la France. Ils fuient la précarité, la paperasse et l'épuisement. Tu leur redonnes du sens, des moyens et un vrai salaire, et ils restent. Quant aux 30 milliards, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que les déserts médicaux, ça coûte aussi. Maladies non traitées, arrêt de travail, perte de productivité. On les paie déjà ces milliards, juste autrement. Et les riches qui contournent? Ben justement, c'est là que la politique entre en jeu. Fermer les niches, renforcer le contrôle fiscal et harmoniser au niveau européen. Toi, tu vois un coup. Moi, je vois une société qui respire. Et franchement, ça vaut plus qu'un tableau Excel. Le problème, c'est que tu veux trouver 35 milliards par an dans un pays déjà exsangue. On a seulement 45% d'actifs dans le privé. Et c'est uniquement sur eux que tu vas tout faire reposer. Fais le calcul. 35 milliards par an, ça fait 1143 € de plus par personne. Pour ne rien régler, juste arroser le temps que ça tienne. Et ton plan d'embauche, on l'a déjà vu, hein. Le plan Hirsch 2012-2017. Résultat, 80% d'administratifs, 20% de soignants. Tu veux refaire la même? Ruiner tout le monde sans rien changer? Mais c'est génial. Mais bon, déjà tenté, et on voit le résultat. Oh, allez, t'es en train de me dire qu'on ne peut plus rien faire parce qu'un plan d'embauche de 2012 s'est planté? Le plan Hirsch, c'était du colmatage, pas une refonte. LFI, elle, veut remettre les moyens là où ils manquent, dans les soins, pas dans les bureaux. Et sur tes 35 milliards, on les trouve, oui, mais pas en pressant les mêmes, en reprenant ce que l'État abandonne aux niches fiscales et aux dividendes records. Tu dis qu'on va arroser. Non, on va réparer, former, embaucher, redonner de l'air au système. C'est pas une rustine, c'est un redémarrage. Et puis, tu sais, le pays exsangue, comme tu dis, il reste quand même la 6e puissance mondiale. Alors si on ne peut plus investir dans la santé ici, où est-ce qu'on le pourra? Tu vois, moi, je veux pas d'une France épuisée, je veux d'une France qui soigne et se soigne. Tu dis que vous allez réparer, ok. Mais personne ne dit comment, ni toi, ni ton programme. Juste, faites-nous confiance. Désolé, hein, j'ai comme un doute personnellement. Ensuite, non, nous ne sommes plus la 6e puissance mondiale, mais la 7e. Et en termes de PIB par habitant, nous sommes descendus à la 11e place, dans l'UE. Alors, dans le monde, on est à peu près 20 ou 25e. Et puis ta légèreté sur la fuite des cerveaux. Là, franchement, ça me dépasse. Un diplômé de médecine sur 4 part, et 15% se déconventionnent, au moins partiellement. Tu veux soigner un système avec moins de soignants, moins motivés, moins présents? Bah, bonne chance, hein. Là, t'en es au niveau du yaka faucon. Désolé, mais ça fait pilier de bistrot, pas plan d'action. Allez, un petit mot sur le sujet pour me rassurer? Tu es incorrigible. Tu veux des plans, des chiffres, des garanties, tout de suite. Mais on parle de soigner un pays, pas de réparer un grille-pain. Oui, il y a des fuites. Oui, le système craque. Mais la fuite des cerveaux ne vient pas du manque d'efforts des soignants. Elle vient du manque de respect, du manque de moyens et du sentiment d'être seul face à la machine. Tu veux les garder? Alors arrête de les traiter comme des numéros. Donne-leur du temps, de la reconnaissance, une équipe. Ça, c'est du concret. Et oui, il faudra des réformes, pas que des sous, mais on a le choix. Continue à bricoler ou rebâtir un système humain et efficace. Et si toi t'as pas confiance, moi je pense qu'on peut faire mieux que le fatalisme. Allez, on s'arrête là? Sinon tu vas encore m'accuser d'être optimiste. Bon, on récapitule calmement. Rosa a posé 2 constats. 1. Désertification et mauvais emploi des moyens. 2. Inégalité qui explose malgré 11,6% du PIB. Là-dessus, elle propose 2 axes. Le premier, 100% sécu, plus de reste à charge. Financement progressif par haut revenu et multinational. Deuxième axe, former massivement et recruter partout. Fin effective du numerus clausus, centre de santé publique. Sur le papier, c'est rassurant. Dans la vraie vie, c'est très cher et très flou. Ce que j'entends surtout, c'est plus d'État, plus d'argent et on verra. Pas de rupture structurelle annoncée, pas de garantie contre la bureaucratie, pas d'antidote à la fuite des soignants. On garde les mêmes tuyaux, on augmente la pression. Résultat probable, même fuite, facture plus lourde. Je caricature à peine. De mon côté, j'ai rappelé l'essentiel. Nous dépensons déjà énormément, les comparaisons internationales bousculent quelques certitudes, et l'administratif étouffe le terrain. Si on refuse d'y toucher, on tourne en rond. Rosa parle de réparer. Très bien, mais réparer sans rien changer, ça reste du bricolage. Maintenant, à vous de jouer. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous a convaincu et sur quel point? Vous validez le 100% sécu intégral? Vous croyez au grand plan de formation? Ou vous voulez d'abord tailler dans la paperasse? Argumentez, challengez.
On lit tout et on répond. Et pour prolonger le débat, il y a les commentaires ou passer sur X avec le hashtag #LDDRP officiel. Vous pouvez aussi nous proposer des idées d'émissions de la même façon. Abonnez-vous si ce format vous plaît, un pouce bleu ça aide vraiment la chaîne. Partagez à vos amis et votre médecin. Et merci d'avoir tenu jusqu'ici. Vendredi ce sera un sujet d'actu. Ne me demandez pas lequel, on n'a pas encore choisi. Et mercredi prochain, on laisse tomber les délires et les fistes pour parler santé, mais sérieusement cette fois. Et d'ici là, restez curieux et gardez votre esprit critique.